Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue aujourd'hui donc dans cette nouvelle séance de guidage de lecture. Nous en sommes page 58. Juste avant, on parlait des sens internes. Seth nous explique que avec les sens internes, si on était vraiment complètement connecté aux sens internes, on aurait une autre image de la réalité physique. On pourrait percevoir beaucoup plus de choses, d'éléments. Il citait notamment les molécules, les atomes, on serait vraiment connecté, on verrait cette sorte d'énergie qu'il y a entre les différentes molécules. Et donc là, dans le paragraphe que nous abordons aujourd'hui, il nous indique que la conscience est, entre autres choses, un exercice spontané de créativité. Alors là, ça me rappelle qu'il en avait déjà parlé, il avait donné une définition, page 36 de la conscience. Il avait dit, donc c'était le début du chapitre 1, que la conscience était la façon dont on perçoit les différentes dimensions de la réalité. Donc une première définition qu'il avait donnée, où c'était une notion de perception. La conscience est un outil finalement qui était là pour nous aider à avoir cette relation avec notre environnement. Et là, dans ce paragraphe, il nous dit que c'est vraiment tourné vers la créativité. C'est un exercice où la créativité va se laisser exercer complètement, de manière libre. Et c'est donc avec cette conscience, finalement, qu'on arrive euh, à rentrer dans cet exercice. Et la phrase suivante, il va dire que vous êtes en ce moment en train d'apprendre dans un cadre en 3 dimensions la manière dont votre existence affective et psychique peut créer une diversité de formes physiques. Et là, pour moi, cette phrase est vraiment importante parce que ça donne vraiment l'image un peu globale sur la vie. C'est-à-dire que il nous dit que, si je résume un petit peu ce qu'on a vu depuis le début du livre, que donc nous sommes une conscience avant d'être un corps physique. La personnalité là que je suis, c'est une partie de toutes les expériences que j'ai, et que donc cette conscience qui est donc plus grande que moi, à laquelle j'appartiens, qui serait il appelle ça l'entité, ou le- mon identité profonde, eh bien, elle va donc expérimenter différentes vies. Et là, il dit que vraiment, en ce moment, ce que vous êtes en train de faire là, tout de suite, c'est finalement, par rapport à cette notion de conscience, on est en train d'apprendre, donc il y a la notion vraiment de se développer, d'évoluer, de découvrir quelque chose de nouveau, dans un cadre en 3 dimensions, c'est-à-dire dans euh, les, les bons côtés et les limites de la réalité physique, de cette réalité qu'on voit autour de nous, contrairement à l'entité qui est en dehors de cette réalité physique. Vous êtes là en train d'apprendre une manière dont votre existence va créer. Euh, vous êtes en train d'apprendre comment finalement passer d'un concept, d'une idée, à la réalisation. Votre vie, là, votre expérience que vous avez tout de suite, c'est vraiment cette transposition de ce qui se passe par votre tête, vos idées, les concepts qui sont évoqués et qui arrivent dans la réalité physique. Euh, Là, moi, ça m'explique. Voilà, on est en train de lire un petit peu d'autres livres à côté. Je vous en avais parlé à la dernière séance. En ce moment, on est en train de lire des livres de Neville Goddard ou Goodlar, je sais plus
plus exactement son nom de famille, je suis désolé, début du XXe siècle. Il est né en 1905, si je me souviens bien. Euh, il parle de ça. Vraiment, voilà, il redit, alors une partie, en tout cas, de ce que Seth est en train d'expliquer sur la réalité. Euh, Lui, il dit vraiment que c'est le, il utilise le terme d'inventivité, je crois, ou de, c'est pas la créativité, l'imagination, je crois. L'imagination crée toute la réalité. Il a vécu toute sa vie avec ces notions-là. Il a écrit beaucoup de livres qui sont très simples à lire, très courts, euh, avec plein d'exemples. Hein. Il y a vraiment un des livres notamment où il a des retours de personnes qui ont lu ces livres et qui expliquent justement dans leur vie ce qu'ils ont pu mettre en place. Et pour moi, c'est une parfaite illustration de ce que Seth va redire bon, un petit siècle après, sous une autre forme, en l'étendant de manière plus large. Hein. Moi, ce que j'aime bien dans le message de Seth, c'est que c'est beaucoup plus large. Ça englobe vraiment la notion de réalité euh, au-delà de la réalité physique. Là où dans d'autres livres qu'on peut avoir, soit de développement personnel, soit de plutôt spirituel, en tout cas de comprendre qui on est, des fois c'est vraiment juste limité à l'expérience physique. Là, il fait un coup de zoom arrière. Il nous dit, bah oui, bien sûr, là vous êtes en ce moment dans cette expérimentation. Euh, et je vous avais dit d'ailleurs, je sais plus si c'est lui, mais bon, en tout cas il y a un peu cette notion de dire, vous êtes un peu dans un jardin d'enfants, c'est-à-dire vous êtes en train d'apprendre les rudiments de cette création. Les rudiments du passage d'un côté, alors j'allais dire intellectuel, mais c'est pas le cas, c'est un côté des idées en tout cas, de la créativité, euh, non de l'imagination. Voilà, si on veut reprendre les mots de l'autre livre. Euh, cette créativité qui est propre à votre conscience, donc vous voyez qu'on est dans quelque chose de complètement non physique. Hein. Une idée, voilà, c'est un concept. On peut l'émettre, on peut en parler, etc. Là, elle devient physique, mais sinon, au départ, ce n'est pas quelque chose de palpable. Euh, eh bien, ce, ce concept-là, le fait de le manipuler d'une certaine manière va le faire advenir concrètement dans la réalité physique. Et c'est exactement de ça dont Seth est en train de parler. Hein. Vous êtes en train d'apprendre dans un cadre en 3 dimensions la matière dans votre existence affective et psychique. Donc on voit bien que c'est euh, justement le côté psychique et affectif. Donc les émotions, c'est pareil, c'est des choses qui ne sont pas palpables directement. Nous, on les ressent, on peut les expliquer à travers le corps, mais ce ne sont que les effets de quelque chose de plus profond qui s'installe. Donc comment votre existence affective et psychique peut créer, à partir de quelque chose de non physique, peut créer une diversité de formes physiques. Et que toute notre vie, tout ce que nous expérimentons, donc les liens que nous avons, le métier qu'on va avoir, est-ce que je dois aller travailler tous les jours, euh, le, les loisirs qu'on a, le rapport aux autres, le rapport à l'argent, le rapport à notre propre corps, euh, tout ce qui se passe dans notre vie, absolument tout, est au départ imaginé, peut-être de manière inconsciente, mais en tout cas est imaginé et va prendre forme. Et le, ce qui est particulier dans la réalité physique, et c'est pour ça qu'on est dans un apprentissage et que justement c'est bénéfique, un passage obligé pour nous, c'est que ça prend du temps. Tout ne vient pas spontanément. Imaginez quelques instants que tout ce qui passe dans votre tête se matérialise autour de vous en permanence. Vous imaginez un peu le bazar que ce serait? Eh bien, les différentes vies que nous avons, nos existences physiques, dans le monde physique justement, il y a un petit décalage entre l'imagination qu'on a au départ, cette créativité, et le fait qu'elle s'exprime.
Et heureusement, et c'est ça l'apprentissage qu'on a à faire. C'est ça dont parle 7, moi en tout cas tel que je le comprends aujourd'hui. C'est qu'il y a ce décalage qu'il faut cumuler une certaine intensité, donc soit de répétition, soit une intensité euh, de, de pic d'émotion, je dirais, dans notre côté imagination pure, pour que ça se mette en place concrètement dans la réalité physique, pour que tout ce dont on a rêvé, imaginé, arrive. Et donc, si je sors un petit peu de ce que c'était en train de dire, ça veut dire que quand on aura quitté ces expérimentations physiques dans la réalité du monde que nous on connaît, eh bien les règles seront les mêmes. Simplement, ça ira beaucoup plus vite. Mais comme on se sera expérimenté dans la réalité physique, c'est une sorte de brouillon hein, quelque part. Euh, comment dire, oui, une expérimentation qui fait que, bah, voilà, des fois on se trompe, on rate, mais que on apprend le lien entre les deux. Et on va se resservir de ce lien-là quand on sera plus tard en dehors de la réalité physique, mais pour aller beaucoup plus loin. C'est un passage obligé pour maîtriser déjà la concrétisation autour de nous de ce qui peut se passer dans notre tête. Donc, quelque part aussi, tel que je le comprends, d'apprendre à maîtriser tout le flux d'informations qui passe dans nos têtes. De se concentrer sur les choses qui sont utiles et qu'on a vraiment envie de voir se manifester. Bon, c'est pour ça que je trouve ce passage vraiment intéressant. Cette phrase, en tout cas, est vraiment très intéressante de ce point de vue-là. Elle, quelque part, elle donnerait une sorte d'explication de qu'est-ce qu'on fait là dans cette réalité physique. Pourquoi, alors que nous sommes un être de conscience pure, nous venons expérimenter, avec également le côté douloureux, cette réalité physique. Donc voilà en tout cas moi la manière aujourd'hui dont je comprends et je vis cette phrase et dont je peux vous en parler. Il va continuer 7 en disant que vous accomplissez certaines manipulations à l'intérieur de l'environnement psychique et ces manipulations sont automatiquement imprimées dans le moule physique. C'est pour ça que je disais juste avant, effectivement, pour moi, c'est cette notion de transition, hein. La manière dont toutes nos pensées peuvent petit à petit prendre vie. Mais vous voyez bien que dans la réalité physique, toutes nos idées ne se manifestent pas. Et là, il vient je trouve, dire un mot important, c'est qu'il y a certaines manipulations à faire. Donc, dans notre environnement psychique, il y a une certaine, je dirais, je sais pas, tournure d'esprit à avoir pour que justement, il puisse y avoir ce passage de certaines pensées qui vont être donc amenées d'une certaine manière pour que elles se retranscrivent réellement, concrètement, dans le moule physique. 7 utilise comme le mot de automatiquement, hein, ces manipulations sont automatiquement imprimées dans le moule physique. Mais on voit clairement dans le début de la phrase que c'est certaines manipulations. Donc il y a une sélection, il y a une certaine manière de composer. Et c'est bien donc ce qu'on retrouve effectivement, là je vous parlais à l'instant des livres, hein, donc c'est Neville Goddard, il me semble. Et lui, il parle de manière concrète, justement, sur ce passage-là du livre de Seth, mais comme on va retrouver à d'autres endroits, c'est-à-dire que
Seth, lui, il parle dans un cadre très général. Il donne des indications pour pouvoir expérimenter la conscience. Qu'est-ce que c'est pour nous, la conscience, notre identité profonde? Il va donner des exercices, il nous parle des sens internes, il nous propose de découvrir notre propre chemin. Il dit aussi ça sert à rien d'aller parcourir des tonnes et des tonnes de livres, que la vérité on la trouve en nous, et ça je continue à le penser fortement. Mais en même temps, au tout début du livre, il nous disait, je vais vous demander de comprendre certaines choses. C'est-à-dire qu'il y a besoin de passer par un côté intellectuel pour diriger notre recherche de manière d'une bonne manière, enfin d'une manière qui irait vers justement cette recherche efficace. Si on est persuadé que nous sommes avant tout un corps qui avons une conscience, qui est donc l'inverse de ce que Seth propose comme explication, alors on ne va pas trouver les réponses que Seth nous propose de trouver. C'est-à-dire que dès le début, on part dans un choix inverse de recherche. Et donc, je dis ça parce que ponctuellement sur des thèmes très précis sur lesquels Seth va nous donner des informations, on peut trouver des auteurs qui vont écrire de manière très simple leur propre expérience de la réalité physique et qui peuvent vous parler parce que comme voilà, il y a plein d'auteurs, hein, les livres de développement personnel, il y en a des centaines et des centaines. Euh, vous trouverez les propres réponses. Et c'est vraiment c'est là-dedans, bien sûr, que Seth nous invite de rechercher. Donc moi, voilà, je vous parle juste de cet auteur en me disant que moi, ça m'a parlé, vraiment, ça m'a conforté dans ce que Seth explique, et ça donne beaucoup d'exemples de ce qui peut être mis en place et la manière. C'est-à-dire que quand Seth dit vous accomplissez certaines manipulations, eh bien Neville Goddard va proposer concrètement hein, des visualisations, de vivre des scènes telles que l'on souhaite que les événements se passent, avec l'émotion qui est liée. Et pour lui, c'est ça le plus important, c'est-à-dire de ne pas demander ce qui nous manque, mais de nous voir déjà dans l'état que l'on souhaite être ou de ce que l'on souhaite avoir. Et d'imaginer l'émotion qui est liée à cette sensation future. Et si on arrive à jouer quelque part cette scène avec une grande vérité pour nous, qu'on est vraiment dans l'émotion, qu'on imagine, qu'on discute avec d'autres personnes, qu'on est vraiment voilà, dans cette projection, eh bien, ensuite, la vie met en place tout ce qu'il faut pour qu'on vive l'émotion recherchée et la scène recherchée. Et donc on retrouve la deuxième partie de la phrase de Seth qui dit que les manipulations sont automatiquement imprimées dans le moule physique. Et c'est ça justement quelque part un peu la beauté du cheminement, c'est que c'est un peu comme avec un GPS dans notre vie. On lui dit l'endroit où on va arriver et le GPS se charge du chemin. Et on n'a plus trop à s'en occuper sur le parcours, à part de profiter du paysage, de regarder chaque coin de rue, mais on se laisse faire. Et on sait même que des fois, si on prend pas exactement le chemin qui était prévu par le GPS, eh ben c'est pas grave, il corrige et il nous redonne un chemin. Il faut quand même, au bout d'un moment, suivre la proposition du GPS. Si on va tout le temps dans la proposition inverse, eh ben on sait qu'on n'arriverait pas au point qu'on avait prévu, en tout cas qui était enregistré dans le GPS. Notre vie fonctionnerait de la même manière pour pouvoir manifester, créer tout ce que l'on souhaite dans notre vie. Donc, on visualise l'état dans lequel on veut être, avec l'émotion qui y est, 2-3 minutes, mais on le répète régulièrement. Hein, ça peut être plusieurs fois par jour, même une fois par jour, mais voilà, pendant quelques semaines éventuellement. Mais tout dépend de l'intensité avec laquelle on fait, tout dépend de la manifestation que l'on demande, hein, le changement de vie par rapport à ce qu'on était avant. Tout dépend de nos croyances limitantes également. Mais
euh, ça va se mettre en place. Et c'est ça vraiment voilà, ce côté automatique un petit peu magique. Euh, on fait déjà quelque part tout ce que l'on crée dans notre vie, on le fait déjà de cette manière-là, mais de manière complètement inconsciente. Hein, quand on imagine déjà une scène, ah, on va retrouver quelqu'un, voilà, on anticipe sur quelque chose et ça va le créer. Alors, voilà, plus ou moins partiellement en fonction de la manière dont on le fait. Donc là, voilà, on est vraiment dans ce paragraphe quelque chose moi, qui me semble important puisque ça expliquerait déjà qu'est-ce qu'on vient faire dans ce monde physique, dans cette vie-là, et en même temps, on peut faire le lien avec la mise en application concrète de tous les événements qui se passent dans notre vie. Seth revient dans la phrase suivante sur ce que lui, il vit. Hein, il donne un petit exemple en disant que lui et les autres entités qui sont dans son environnement, hein, donc notre environnement, est intrinsèquement créateur, d'une façon différente du vôtre. Donc il a ces qualités-là particulières hein, de pouvoir créer, ça fait partie des paramètres fondamentaux de l'environnement de Seth. Et comme traditionnellement maintenant, hein, vous avez compris son fonctionnement, il va dire le vôtre est créateur. Hein, juste après, il parle de lui pour mieux parler de nous ensuite. Le vôtre est créateur, par exemple, dans le sens où les arbres portent des fruits, où il existe un principe d'autosubstantiation, où la terre alimente les siens. Donc visiblement, c'est d'une autre créativité dont il s'agit, mais on retrouve quand même ce caractère-là, hein, donc qui va s'exprimer de manière différente que ce que eux peuvent vivre. Mais on a effectivement cette planète, on dit voilà, souvent, bah oui, c'est la terre nourricière, il y a une sorte d'abondance. Si on laisse faire la nature, elle produit naturellement. Hein. Si on ne gêne pas les cycles euh, du soleil, des saisons, de l'eau, du carbone, etc., naturellement, la biodiversité, la nature va s'exprimer et ça va créer. Alors, tout ça, c'est de la création parce que ça transforme les matières. Mais on arrive à avoir des fruits, des légumes qui poussent. Alors, la question c'est, est-ce que ça pousse tout seul? Oui, une grande partie pousse tout seul. L'homme a essayé d'intensifier, d'optimiser. Euh, et puis, la nature, elle crée, mais elle crée de manière euh, euh, mélangée, j'allais dire. C'est-à-dire que un champ de maïs, ça n'existe pas dans la nature. Il va y avoir des épis de maïs dispersés au milieu de plein d'autres plantes. Et c'est comme ça que la nature, elle fonctionne pour éviter justement des épidémies, un insecte arrive. S'il arrive dans un champ de maïs, bah, il a tous les copains qui sont en plus les mêmes, maintenant c'est des clones. Donc si il y a une, un insecte ou un parasite qui arrive sur un des épis de maïs et qu'il est efficace contre ce plant de maïs, voilà, il le mange, il en profite, etc. Et ben, il a sa base pour se nourrir, pour se développer, faire une descendance et se multiplier dans tout le champ de maïs, puisqu'il y a rien qui va l'arrêter. On lui a créé un champ complet, homogène, le même génome. Donc, s'il est efficace contre un, il sera efficace contre tous. Dans la nature, tout est mélangé. Donc oui, la nature est productive, mais dans un sens où elle va produire comme ça ponctuellement plein de choses. Et si on sait chercher, enfin ce qu'on faisait il y a quelques dizaines de milliers, centaines de milliers d'années, millions, je ne sais plus du tout, j'ai pas les chiffres en tête. En tout cas, avant de commencer à planter, en tout cas à cultiver. Alors oui, on était effectivement
tributaires de cette nourriture, on stockait pas ou très peu, et on se déplaçait beaucoup. Mais il y avait une force, quand même, une sorte de résilience, parce que la nature produisait tout le temps, et s'il y avait une zone qui était où il y avait le désert qui s'installait, ou une période sèche, eh bien en se déplaçant, on pouvait toujours trouver une zone où c'était moins sec et on pouvait trouver à manger. Bon, c'est en tout cas une proposition que je vous fais, en tout cas en disant que, pour aller dans le sens de ce que ça t'explique, notre environnement euh, pourvoit à nos besoins le plus possible. Voilà, ça, naturellement, euh, dans une très grande partie, tout ce qui est autour de nous nous fournit ce dont nous avons besoin. Alors à nous après de nous adapter à ce qu'il y a et de savoir le récupérer, l'utiliser. Mais en tout cas, il y a cette abondance. Continue à parler justement de cette abondance dans le sens créativité en disant ces aspects naturellement créateurs sont la matérialisation des inclinations psychiques, spirituelles et physiques les plus profondes de votre espèce, mises en place il y a une éternité selon vos termes. Ils font partie de la banque raciale des données psychiques. Bon, là je vais prendre un petit peu le temps de relire et puis de revenir sur certains points, parce qu'il y a plusieurs mots quand même un petit peu techniques ou des concepts un petit peu nouveaux. Donc lui dit que le fait que notre environnement soit créateur, il a dit donc juste avant le vôtre est créateur, par exemple dans le sens où les arbres portent des fruits, où il existe un principe d'autosubstantation, où la terre alimente les siens. Je pense pas que les animaux ils se posent beaucoup de questions, quand même globalement. Euh, Ils vivent dans leur environnement, ils se déplacent s'il y a besoin. En Afrique, hein, les animaux sont tout à fait habitués à se déplacer avec le cycle des saisons, ce qui permet aussi à d'autres animaux de s'alimenter. Hein. Les crocodiles dans les rivières profitent du passage des buffles, par exemple, pour se nourrir, etc. Mais voilà, il y a un grand cycle un petit peu naturel qui est plus ou moins équilibré. En tout cas, c'est quand même assez stable hein, pendant quelques milliers d'années. Et là, il dit que ces aspects naturellement créateurs ne sont en fait que une apparition, une matérialisation de ce qui est déjà propre à notre espèce, hein, avec trois termes différents, notre fonctionnement psychique, spirituel et physique. Puisque, rappelons-le, à ce moment-là, tout ce qui se passe autour de nous n'est que la matérialisation de ce que nous mettons en place. Donc là, c'est un concept dont j'avais parlé dans les séances précédentes, donc je vous renvoie effectivement aux séances précédentes si ce principe est un petit peu obscur pour vous. L'idée, c'est que comme nous sommes avant tout une conscience et que nous créons à partir de cette conscience toute la matière physique autour de nous, les formes, et bien justement, ces formes autour de nous ne sont que elles respectent quelque part nos propres règles. Elles vont dans le fonctionnement que nous, puisqu'elles sont la suite logique de nos pensées. Donc la manière dont nous fonctionnons, dont nous pensons, dont nous réagissons, va teinter, bien sûr, tout ce qui se passe autour de nous. De manière individuelle, puisque chacun crée sa propre réalité, donc ce que nous percevons de la réalité autour de nous vient de nous-mêmes et donc nous correspond. Alors que là, Seth nous dit que même c'est plus large que ça, c'est pas seulement individuel, c'est également collectif, puisqu'il dit que c'est quelque chose hein, qui est la matérialisation de quelque chose qui vient de notre espèce. C'est-à-dire qu'il y aurait un fonctionnement transversal à l'espèce humaine, qui est propre à l'espèce humaine.
Seth en avait déjà parlé plusieurs fois, en expliquant qu'effectivement on avait déjà une conscience particulière qui avait ses propres limites euh, au niveau du fonctionnement, mais en tout cas qu'on avait un fonctionnement différent de la conscience animale, par exemple. Donc là, il continue à développer ce principe-là en disant donc que euh, notre environnement est lié au fonctionnement de notre espèce et que tout ça a été mis en place. Donc il essaie de l'expliquer avec des mots qu'on peut essayer de comprendre. Hein. Mise en place il y a une éternité selon vos termes, hein, puisque Seth nous explique régulièrement que le temps n'existe pas. En tout cas, nous percevons le temps d'une manière particulière, et qui est donc une limite du concept, en tout cas du temps. Et donc, c'est inscrit, hein, ce sont des paramètres qui sont liés à notre propre fonctionnement, hein, ce fonctionnement psychique, spirituel et physique, et que donc ça fait partie, lui il dit carrément, voilà, ça fait partie de la banque raciale des connaissances psychiques. Donc le terme racial, bon, il est moins utilisé pour le moment, où il est très teinté, donc je ne sais pas s'il utilisera ce terme-là aujourd'hui, hein, il faut rappeler que tout ça c'est dans les années 70. On parle plutôt d'espèces au sens large, là il en parle au singulier en plus, hein, la banque raciale des connaissances psychiques. Bon, je suis pas très à l'aise tout de suite sur ce terme. Comme juste avant il parle du fonctionnement global de notre espèce, ce que je comprends c'est qu'il y a une sorte une base de données, hein, une banque d'informations dans lequel on indiquerait, ou qui reflèterait en tout cas, le fonctionnement global de l'humain. Ouais, c'est ce que je comprends en tout cas. Hein. Et donc, quelque part, si je résume un petit peu voilà, les différentes phrases, la Terre, dans son fonctionnement, puisqu'on parlait de la créativité propre à la planète Terre, en fait, elle ne fait que correspondre à notre propre fonctionnement. Donc la Terre est créatrice parce que nous-mêmes, fondamentalement, nous le sommes. Elle est nourricière, elle apporte un équilibre à tout ce qui est sur la planète Terre parce qu'elle est liée à toutes les consciences, et notamment les consciences humaines, hein, dans cette matérialisation de ce que nous sommes fondamentalement à l'intérieur. Bon, voilà, j'espère que ce paragraphe est assez clair euh, par rapport à notre culture européenne ou occidentale. Ce sont des concepts globalement assez nouveaux, en tout cas on n'entend pas souvent parler. Donc j'espère que ces concepts soient assez clairs. J'avais déjà expliqué, je le redis, que Seth va en fait développer petit à petit ces concepts de manière un petit peu incrémentielle, c'est-à-dire qu'il va sur une notion particulière, il va commencer à donner deux, trois phrases, un peu des concepts qui vont pas être forcément clairs la première fois, puis il va développer d'autres notions qui des fois n'ont rien à voir avec la première, mais qui finalement vont se compléter. On va mieux comprendre le fonctionnement de la réalité physique dans laquelle nous sommes, en tout cas tel que Seth nous invite à l'appréhender. Et puis, il va revenir sur la première notion. Hein, donc, il va compléter comme ça. Et là, j'ai l'impression qu'on est voilà, dans ce complément. On en a déjà parlé. Donc, j'espère qu'à chaque fois, déjà, ça répète. Donc, ça permet de revenir. Ah oui, c'est vrai. Il ne faut pas oublier qu'il y a ce concept-là. Et que c'est vraiment un concept important pour Seth. Donc, ok, je comprends. Il parle de ça, mais il a déjà parlé de ça avant. Donc, ça se complète. Et on, voilà, on a petit à petit quelque chose de plus clair qui se dessine, mais il faut nous le rappeler régulièrement. Hein. En tout cas, moi, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de lire intégralement le livre, toutes les phrases, une par une, y compris quand ça se répète, pour vraiment suivre son propre cheminement, sa propre pensée,
de construction petit à petit de ces concepts. Dans le paragraphe suivant, il dit que nous dotons les éléments de notre environnement d'une créativité encore plus vaste. Donc là, on voit qu'il parle de lui, ce qu'il est en train de vivre. Et il dit qu'effectivement, cette créativité est difficile à expliquer. Donc, vous voyez là qu'il fait des allers-retours entre lui, ce qu'il vit, et nous, ce qu'on vit. Donc, lui, il a expliqué qu'il y avait une grande créativité dans son environnement, que la nôtre, sur notre planète, c'était un petit peu pareil. Je viens d'en parler, j'y reviens pas. Et il dit, mais nous, c'est quand même, voilà, c'est quand même différent. Il y a des éléments, nous dotons, donc on voit le côté action. Ce n'est pas seulement une perception, c'est vraiment une action de créer, de rajouter des éléments, avec une créativité beaucoup plus large, qu'il est quand même difficile à expliquer. Alors il va l'expliquer à sa manière quand même, en tout cas essayer de voir comment ça peut nous parler. Il va dire, chez nous, par exemple, il ne pousse pas de fleurs. Donc, pour revenir à nous, ce qu'on peut penser, effectivement, la créativité de notre environnement, c'est une image possible de se dire, bah oui, il y a quand même une grande variété de fleurs, par exemple. Alors, les scientifiques, pour le moment, sont plus ou moins d'accord pour dire que c'est la théorie de l'évolution qui explique la grande diversité de fleurs qu'on trouve à l'heure actuelle. C'est une théorie parmi d'autres. Seth a déjà expliqué qu'il était contre cette théorie, qu'il en avait d'autres. Euh, mais en tout cas, on peut se dire qu'effectivement, oui, c'est une forme d'expression euh, de cette euh, créativité, parce que évolution, voilà, ça indique quand même qu'il y a différents cheminements, différentes euh, formes liées à l'imagination au départ, et donc différents chemins. En tout cas, c'est ce qui est proposé au niveau de cette théorie de l'évolution, et que ça va prendre donc différentes formes. Les différentes formes, c'est les différentes fleurs, par exemple, si on est dans cette image de la fleur, c'est le résultat. On voit différentes fleurs, alors entre des orchidées, une pâquerette, une rose, marguerite, etc. On voit même les pins, ils ont des formes de fleurs à leur manière, mais c'est très caché. Donc ce sont des expressions quand même d'un organe qui sert à reproduire. Certains attirent plus les insectes que d'autres, d'autres c'est plutôt de se disperser par le vent, etc. Euh, mais donc c'est une forme possible de l'expression de la nature sur notre planète. Donc lui dit que c'est pas du tout le cas chez eux, il n'y a pas de fleurs. Mais, dit-il, l'intensité et la force psychique concentrée de notre nature psychologique, donc l'intensité et la force psychique concentrée, forment de nouvelles dimensions d'activité. Vous nous avez dit effectivement dans la phrase avant que c'est difficile à expliquer. Euh, il va donner un exemple juste à la suite, donc je relis quand même cette phrase, et puis après j'enchaîne avec l'exemple. Donc, l'intensité et la force psychique concentrée de leur propre nature psychologique. Donc il vient de dire dans le paragraphe avant que nous on avait notre propre nature qui était liée à l'espèce humaine. Là, la conscience de Seth a son propre fonctionnement. C'est ce que je comprends en tout cas par la notion de nature psychologique. Et que cette intensité et cette force psychologique vont former, vont créer des nouvelles dimensions. Donc c'est pas des nouvelles formes. Là, on est quasiment, c'est comme si on passait de la troisième à la quatrième dimension, de la quatrième à la cinquième, etc., etc. Ça rajoute des nouvelles dimensions au niveau de leur environnement. Donc on voit que c'est beaucoup plus puissant de rajouter une dimension que de rajouter simplement un élément dans les mêmes dimensions déjà présentes. Alors l'exemple qu'il donne, c'est si vous peignez un tableau
dans la réalité tridimensionnelle. Le tableau doit être sur une surface plane. Il ne peut que faire allusion à l'expérience tridimensionnelle. Il ne peut pas l'inclure. Autrement dit, si on prend une toile, voilà, on en reste à quelqu'un qui va peindre sur une toile et non pas un sculpteur qui peut s'exprimer en 3 dimensions. Il prend l'exemple de cette toile de peinture. On va simuler la réalité en 3 dimensions, hein, c'est notamment avec la notion de perspective. On va simuler la perspective pour recréer la 3 dimensions avec différents plans. Hein. Les premiers plans vont être plus foncés que les plans derrière, hein, qui deviennent un peu plus gris, un peu plus pastel pour indiquer la distance. Devant, il y a un grand détail, on voit tous les objets précisément. Un peu plus loin, c'est plus vague. Donc on va jouer avec juste des effets de peinture, donc de forme, de couleur. On est toujours dans cette expérimentation de l'utilisation, en tout cas, d'objets 3 dimensions. Mais là, le concept, et c'est pour ça que donne cet exemple d'un tableau, c'est de s'imaginer quand on bascule en 2 dimensions. C'est-à-dire que en 2 dimensions, on cherche à exprimer 3 dimensions. Mais on ne représentera jamais mieux que les 2 dimensions. Ce n'est qu'un simulacre pour rajouter une dimension fictive dans l'œuvre. Je ne sais pas si c'est bien clair, cette notion-là. Le tableau simule la 3e dimension, alors que lui-même n'est que en 2 dimensions. Donc c'est ce que Seth explique, hein, d'après moi, dans le mot, en fait, il fait allusion à l'expérience tridimensionnelle, puisqu'il est que en 2D. Eux, en revanche, dans l'environnement, ça se passe différemment. Donc il essaie d'expliquer. Dans notre environnement, en revanche, nous pouvons réellement créer tous les effets dimensionnels que nous souhaitons. Donc, quelque part, à la place d'avoir un tableau en 2 dimensions, il va vraiment inclure la 3 dimensions. C'est peut-être ce qu'on a réussi à faire maintenant avec les films qui sont en 3 dimensions. Hein, donc il y a 2 images simultanées qui sont envoyées chacune, je ne sais pas exactement le processus, mais en tout cas, à chacun de nos yeux voit une image différente. Et notre cerveau, hein, c'est comme ça qu'on crée la 3 dimensions, avec ce petit décalage de point de vue, puisqu'il y a, je sais pas, une dizaine de centimètres entre les yeux à peu près, eh bien, avec ce léger décalage, chaque œil voit le même paysage sous un angle légèrement différent, et le cerveau associe les 2 images et va recréer une 3 dimensions, ou en tout cas envoyer un message de 3 dimensions au cerveau. C'est ce qu'on a réussi à faire avec les films en 3 dimensions, et ça marche plutôt bien. En tout cas, il y a vraiment cette sensation qu'il y a des objets qui sont devant d'autres objets. Et bien là, c'est ce que eux, ils arrivent à faire finalement dans l'environnement. Hein. Nous pouvons réellement créer toutes les dimensions que nous souhaitons. Mais je pense que quand il dit effectivement créer toutes les dimensions, leur environnement a beaucoup plus que seulement 3 dimensions. Donc, si on rajoute par exemple la 4e dimension, donc la 4e dimension, dans notre espace, oui, il y a 4 dimensions, simplement, c'est comme si on n'avait pas la main sur le curseur. Toute la série de téléfilms de la 4e dimension, c'est justement qu'on arrivait à manipuler, à se déplacer, comme on le fait en 3 dimensions, on se déplace également dans le temps. Donc si on arrive à manipuler le temps, c'est-à-dire par exemple que je regarde, j'ai une fleur devant moi, je regarde la fleur, je peux la faire redevenir la plante qu'elle était avant que ce soit une fleur, là c'est une rose par exemple devant moi, je reviens jusqu'à la graine, par exemple, ou bien au contraire je vais la faire flétrir, pourrir et disparaître, hein, jusqu'à ce qu'elle redevienne une poussière. Mais c'est-à-dire que je gère ça juste pour un objet, par exemple, dans ma notion de temps à moi. Mon temps à moi n'est pas différencié, je pourrais modifier simplement un objet dans sa dimension, la 4e dimension, qui serait le temps.
Dans l'univers de 7, visiblement, il y a beaucoup plus de dimensions, donc là, ça sort vraiment de nos concepts habituels. Ça devient en tout cas assez difficile à comprendre. Et lui, ce qu'il dit, c'est que même s'il peignait un tableau, en tout cas dans une œuvre d'art, on peut imaginer, il pourrait créer dans cette œuvre d'art tous les effets dimensionnels qu'il voudrait. Donc, par exemple, euh, eh ben, ce ne serait pas... Oui, ça peut être la différence, là, l'image me vient finalement, entre un tableau peint et un film qu'on voit en trois dimensions. Là, dans la trois dimensions, on a la trois dimensions, alors que c'est bien un écran plat, mais on arrive à recréer la troisième dimension, et en plus on a la quatrième dimension, puisque ce n'est pas une image fixe, c'est un film, donc ça bouge. Alors même si on peut pas accélérer et freiner nous-mêmes spontanément, mais en tout cas, l'image n'est pas fixe. Donc on passe effectivement d'une notion de tableau en deux dimensions immobile, s'il n'y a pas de déplacement, on n'aura pas cette dimension du temps, à un tableau où il y a quatre dimensions. Donc il y a déjà deux de plus avec les films en trois dimensions. Ça peut être déjà une manière de comprendre la richesse supplémentaire qu'on peut avoir quand on passe d'un tableau peint, hein, aussi beau soit-il, même si c'est devant la Joconde. Euh, alors on peut y passer des heures devant la Joconde, hein, c'est pas le souci, et on trouvera toujours d'autres détails, une émotion qui est liée, etc. Mais au niveau de la stimulation des sens, un film en trois dimensions, eh bien, va travailler sur plus de dimensions. En tout cas, c'est ce côté-là sur lequel je voulais insister. Alors, Seth dit qu'effectivement, dans son environnement, voilà, ils peuvent tout créer, mais il précise que nous ne sommes pas seuls à posséder ces capacités. Elles font également partie de votre héritage. Hein, donc, comme voilà, traditionnellement, cet aller-retour entre ce qu'ils vivent et finalement, pour mieux parler de nous, donc nous aurions nous-mêmes, alors au-delà juste de pouvoir faire des films en trois dimensions, je pense qu'on aurait une capacité, je pense qu'il parle d'un sens peut-être un sens interne, en tout cas une créativité interne que l'on aurait pour aller beaucoup plus loin dans l'expérimentation de ce que nous pouvons à l'heure actuelle percevoir de la réalité physique. Hein. Puisque nous créons notre propre réalité physique, nous pourrions visiblement créer beaucoup plus d'éléments et donc de manière beaucoup plus différente et plus riche, plus variée. Donc ça rejoint peut-être la proposition du début de la séance, quand je vous disais que nous pouvons effectivement créer notre futur, en tout cas c'était la proposition dans le livre dont je vous ai parlé, on parle de ça quelque part. C'est-à-dire de visualiser avec le maximum de sens une scène future. Voilà, je veux absolument rencontrer mon ami que j'ai pas vu depuis 10 ans, je sais pas où il est, j'imagine que je vais le croiser dans la rue. Voilà. Donc j'essaie de visualiser très clairement une scène où tout d'un coup, au détour d'une rue, d'un carrefour, alors peut-être, voilà, je peux imaginer quelque chose où je tape dans l'épaule de quelqu'un, excusez-moi, ah bah machin, bonjour. Ou simplement je le croise et on se regarde et on se reconnaît. Voilà, c'est là où c'est moi qui crée ma scène, je l'imagine comme je veux. Est-ce qu'il y a, je sais pas, un souvenir particulier que je vais rajouter? Il portait tout le temps un chapeau ou un pull avec une couleur particulière, je ne sais pas, ou il avait un parfum dont je vais me rappeler et qui va permettre de mieux créer la scène. Est-ce que je sais qu'il habite dans telle ville, par exemple, donc j'essaie de créer la rencontre, un croisement particulier de rue que je connais, ou au contraire, je reste dans quelque chose de vague. Vous voyez qu'il y a plein de liberté pour créer ces scènes. En tout cas, je me projette avec cette émotion, vraiment, le sentiment de joie, a priori, si je veux le retrouver, de surprise, de joie mêlée, quelque chose de très intense. Je peux peut-être imaginer après qu'on va tout de suite, il a du temps, c'est super, et on va prendre le temps de prendre de nos nouvelles en s'asseyant dans un café. Donc, je suis le producteur du film de ma vie.
hein. Je prends en main mon futur et je l'écris. Et c'est simplement si je le fais de manière appropriée, et c'est là le approprié, il y a beaucoup de propositions, et euh, donc des propositions que vous en trouverez dans des livres, Seth en propose également, mais il redit régulièrement, trouvez la vôtre, hein, trouvez ce qui vous parle. Euh, Et c'est peut-être justement en croisant différents livres que petit à petit vous allez garder euh, un, la, la correspondance, hein, ce que vous retrouvez dans différents livres, ce qui vous parle le plus, et puis quelque chose qui corresponde à votre manière de percevoir votre environnement. Il y a des gens qui sont plutôt visuels, d'autres qui sont plutôt olfactifs, d'autres auditifs. Donc, en fonction de la manière de vos sens préférentiels par rapport à l'environnement, eh bien, vous allez sans doute réagir différemment, construire la scène différemment. Euh, En tout cas, nous pouvons créer l'environnement qui est autour de nous avec la richesse que nous souhaitons y mettre. Et termine le paragraphe en disant, comme vous le verrez plus loin dans ce livre, vous exercez vos sens internes et vos capacités multidimensionnelles plus fréquemment qu'il n'y paraît, dans d'autres états de conscience que votre état réveillé ordinaire. Donc, euh, dans ce chapitre-là, complètement, hein, plusieurs fois, il nous parle quand même des sens internes. Euh, et là, il remet un petit peu tout ensemble. Il va en parler plus tard, donc on y reviendra à ce moment-là. Mais gardez en tête que les sens internes, que vous le vouliez ou pas, que vous le sachiez ou pas, vous êtes en communication, vous êtes en lien avec ces sens internes et vos capacités multidimensionnelles, hein, le fait d'avoir des présents alternatifs, des mondes parallèles, d'avoir plusieurs vies en même temps, entre guillemets, selon nos propres termes, et qu'on peut voyager dans le temps, revisiter notre passé ou notre futur. Tout ça, c'est des capacités que nous avons pour le moment, et on s'en sert quand même, même si on ne s'en rend pas forcément compte, mais dans certains moments et dans certains états de conscience particuliers. Donc comme Seth y reviendra plus tard dans son livre, j'en parlerai plus en détail à ce moment-là. Mais vous voyez tout de suite que puisqu'il dit que c'est pas dans les moments où vous êtes réveillé, eh bien vous pouvez tout de suite suspecter que ce sont dans des moments euh, soit de méditation, soit de rêve, en tout cas quand le cerveau fonctionne différemment que dans les ondes euh, habituelles, hein. Voilà, donc tout ça c'est relativement bien connu au niveau des neurosciences, hein. On sait on n'a pas du tout le même fonctionnement au niveau des neurones dans notre état éveillé habituel, hein, dans lequel je suis pour le moment, sauf si je suis suffisamment concentré, je ne sais pas, et que donc on va utiliser, j'allais dire développer, mais c'est plutôt utiliser des capacités qui sont déjà propres à nous, euh, dans des moments particuliers. Donc c'est peut-être ces moments justement dont Seth nous parle comme étant des moments d'intuition particulière, de créativité particulière. Hein, quand les écrivains, tout d'un coup, ils ont, voilà, tout d'un coup, ah, le texte arrive. J'ai eu l'intuition, je ne suis qu'un trait d'union. Le, le texte est passé par moi. C'est voilà, des notions un petit peu qui retraduisent ce dont Seth est en train de parler à la fin de ce paragraphe. Bah écoutez, ça fait bientôt 1 heure là qu'on est dans ce début de séance. Donc je vous propose de faire la pause et puis on se retrouve.